best we can. I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir pour le Culture Club et à mes côtés, ses membres les plus influents, Marie-Ange Philippe, Didier de Jordan, Xavier Affre et Marcel Petriccioli. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. La question du soir, le western, genre crépusculaire. Et pour y répondre, nous avons sélectionné les œuvres suivantes. En BD, Rouge comme la neige de Christian Demeter aux éditions Casterman. Côté cinéma, The Proposition de John Hillcoat et Impitoyable de l'immense Clint Eastwood. Une œuvre littéraire puissante, Orphelin de Dieu de Marco Biancarelli aux éditions Actes Sud. Et notre bonus track, la série Westworld de Jonathan Nolan et Lisa Joy. Je rappelle, chers amis, le thème du soir, le western, genre crépusculaire. Alors comme chaque vendredi, plusieurs œuvres pour donner des éléments de réponse. Et nous commençons en BD avec vous, Marcel, Rouge comme la neige de Christian Demeter aux éditions Casterman. Déjà, le titre annonce la couleur, rouge. Oui, alors nous sommes aux États-Unis, 1896, dans le Colorado. Et Jodie vit depuis 6 ans avec le souvenir de sa fille qui a disparu. Et elle apprend qu'en ville va se tenir le procès d'un homme qui est accusé de kidnapping d'enfants. Elle décide avec son fils de se rendre à ce procès, persuadée qu'elle va apprendre des choses sur la disparition de sa fille. Et effectivement, cet homme un peu trouble, il va être condamné à la pendaison. Et pour savoir ce qui s'est passé avec sa fille, eh ben, elle va tout simplement le faire évader. Parce que ce mec-là connaissait son mari, il y a la guerre avec lui, et il lui dit qu'il sait peut-être où est sa fille. Donc il s'évade, une traque s'organise bien sûr, avec le shérif, alcoolique, comme dans tous les bons westerns. Normal. Normal, Dean Martin, si tu nous entends. C'est pour toi. Dario Bravo, excellent. Dario Enfin, je Bravo. fais la parenthèse. Dean Martin, Et Dario Mitchum Bravo. aussi, bien sûr. Et Mitchum. Et Mitchum. Nous sommes d'accord. Donc voilà, la traque s'organise. Au fur et à mesure que la traque s'organise, on va s'apercevoir que ce personnage devient de plus en plus cynique et inquiétant. Je ne vous dirai pas la fin, bien évidemment. Alors, première fois que Christian Demeter fait un western, et comme toujours avec cet auteur, il nous livre un livre complètement immersif du début à la fin. Tous les codes du western y sont. La violence, bien évidemment. Les Indiens qui sont évoqués à travers leur génocide, le racisme envers les Noirs, le shérif alcoolique, on l'a dit, les coups de feu, les embuscades, la chevauchée dans les contrées sauvages et hostiles. Tout est là et il transcende le genre. Avec son dessin, il transcende le genre. Ça nous donne, c'est un western matiné d'intrigues policières. Il maîtrise le rythme du suspense, des rebondissements à merveille. Franchement, le scénario, c'est un petit bijou. Il faut parler du dessin de Christian Demeter. D'ailleurs, on voit quelques planches à l'image. C'est des œuvres d'art, c'est des crayonnés, c'est sombre, c'est sobre en même temps. C'est dans les teintes rouges, jaunes. Parfois, ça change de couleur avec la luminosité. Et puis, des temps, il y a des éclats de rouge quand il y a du sang. Voilà, Demeter, c'est un très grand artiste, toujours en couleur directe. Il travaille toujours en couleur directe. Je ne sais pas, si en BD la perfection existe, je pense que Demeter n'en est vraiment pas loin. Tout ce que fait cet auteur, c'est absolument fabuleux. Et puis, il a une véritable identité, artistique. Clairement artistique. Oui. Et au niveau des cadrages aussi. Vous allez voir, alors, très cinématographique, bien sûr. Vous allez voir comme il utilise les grandes cases pour les grands espaces, justement. Et puis, quand il veut insuffler de l'attention, il y a des gros plans, des cadrages très serrés sur des visages hyper expressifs. Et la psychologie des personnages est vraiment très, très fouillée. C'est un western où chacun semble être quelque chose, mais ne l'est pas vraiment. Et on découvre les personnages jusqu'à la fin qui apportent un éclairage nouveau sur cette histoire. Alors, lorsqu'on évoque western genre crépusculaire, il entre pleinement dans cette catégorie parce que ce n'est pas le noir, blanc, c'est vraiment entre les lignes. Il joue vraiment entre les personnages. Ne sont pas ce qu'ils paraissent être à chaque fois. C'est ça, en ce sens qui est intéressant. Xavier, vous avez lu la bande dessinée. Lu et aimé, ça m'arrive. Mais de toute façon, tout ce que propose Marcel, j'aime beaucoup. Donc je me permets de dire, parce que pour atténuer sa critique du film tout à l'heure. Oui, vous teasez sur ce qui va se passer dans quelques instants. Voilà. Pour la séquence cinéma de Xavier. Alors j'aime beaucoup effectivement les cadrages, c'est très cinéma, effectivement tu l'as dit. L'histoire très violente, alors bon, c'est la pureté du blanc taché par le rouge, j'aime beaucoup aussi la symbolique. Et puis finalement, personne n'est épargné, il n'y a pas de manichéisme, de bons, de méchants, et c'est ce qui fait finalement les bons westerns. Même si on aime toujours nos vieux westerns, un petit peu avec John Wayne il y a très longtemps, qui n'étaient pas toujours très fins au niveau de la psychologie des personnages, là, c'est très fin. C'est-à-dire que la psychologie est très travaillée, c'est-à-dire que la forme ne l'emporte pas sur le fond.
Et ça, c'est intéressant. Puis alors, les références à l'histoire sont justes. Tu l'as dit, les Indiens ont à peine, mais quand même, c'est placé, c'est important. Voilà, il y a un renouveau, je trouve, dans la BD western. Il y a plein de titres qui sont sortis, on en parlait la dernière fois, et c'est quelque chose de stimulant, apparemment. Et puis, vous l'avez souligné, Marcel, hein, c'est un western, certes, mais il s'agit peut-être avant tout d'un polar. C'est un polar. Il y a une enquête, il y a une quête. Ouais, c'est ça. Bien sûr, il y a la dimension polar là-dedans. Ouais, renouveau du western, je suis d'accord avec Xavier. Hein. Il y a 2-3 westerns qui sont sortis en bande dessinée. On est loin de Blueberry et Dieu sait si j'adore Blueberry. Oui, on est même franchement très loin hein, de ce que vous nous avez proposé. Mais non, franchement, la Demeter, il étonne vraiment. Enfin, je dis il étonne, même pas parce que c'est un grand artiste, mais qui touche au western de cette façon. Et c'est rare, hein, parce que scénariste et dessinateur, Oui. hein, il fait tout. C'est important de le signaler. Rouge comme la neige de Christian Demeter, l'excellent Christian Demeter. En fait, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il écrit, c'est toujours un hit. On va rappeler juste l'adaptation de Scarface en bande dessinée. L'excellente adaptation de Scarface. Et c'est aux éditions Casterman. Alors là, ça va être un petit peu différent, peut-être. En tout cas, entre Marcel et Xavier, nous le verrons. Cinéma, avec The Proposition de John Hillcoat. C'est le premier choix. Alors, il y avait matière à prendre plein de films. Alors bon, c'était difficile de faire un choix. Bon, mais celui-là, je l'aime bien. Alors, Didier rigole parce que je sais qu'il sans doute ne l'aime pas. Un film qui date de 2005 et qui est sorti chez nous en 2009. Didier, Marcel et Marie-Ange, n'est-ce pas? Mais si ils n'ont vous pas savez- aimé le film. Si vous saviez comme ça me stimule. Bon, donc, le film de John Hillcoat qui a fait par la suite un film qui s'appelait Des Hommes de loi qui était moins bon Ouais. pour moi. Là, ça se passe dans l'outback australien, donc c'est même au-delà du bush australien. C'est à la fin du 19e, donc c'est à peu près la même période que la bande dessinée. Sur un scénario écrit par Nick Cave, avec la BO qui est faite aussi par Nick Cave et Warren Ellis. Alors, avec des acteurs, moi j'aime bien Guy Pearce, qui a fait aussi du très mauvais après, mais là en tout cas il était très bien. Emily Watson, chez les femmes, et John Hurt, le regretté quand même, et grand acteur John Hurt. Alors, c'est une histoire un peu perverse. C'est des films que j'ai choisis qui sont difficiles à résumer en 30 secondes, mais je vais essayer. C'est un capitaine assez pervers, violent, qui s'appelle le capitaine Stanley, et qui a envie de civiliser ce pays de sauvages qu'est l'Australie. Et il réussit à capturer, ces hommes capturent 2 frangins d'un gang qui s'appelle le gang des frères Burns. Et puis il va passer un marché avec eux en leur demandant, tout simplement, en disant, voilà, il y en a un autre, un troisième qui est en liberté. Si vous me le ramenez, du moins il propose un marché à l'un des deux. Si vous me le ramenez vivant, vous serez pardonné. Peut-être que je n'exécuterai pas le plus jeune. Bon, c'est un marché de pervers, bien entendu. Et le film est extraordinaire. C'est la splendeur visuelle. Alors, je pense qu'on va voir quelques images. On va peut-être voir quelques images si notre illustrer, réalisateur voilà. décide de le montrer. Et un gros travail finalement, on aussi. va pas en voir. Ah, on n'en verra pas. Bon. Voilà, c'est comme ça. Eh ben, faut me croire, alors. Un gros travail sur le son. Ça va être dur. Un gros travail sur le son. Voilà. J'aime bien parce que c'est un petit côté brutal, pervers. Et il y a un petit côté mélancolique aussi. Et on voit assez rarement ce côté pervers au cinéma, dans les westerns. Et j'aime bien quand c'est sale, sadique. Voilà, ça fait du bien. Didier, vous êtes, mais alors pas du tout d'accord avec Xavier. Impossible. C'est un superbe clip. Magnifique clip de Nick Cave. En fait, pendant 1h45, ce qui équivaut à 8 ans de notre vie, tu nous as beaucoup enlevé d'années de notre vie d'ailleurs, Oui, comme chaque fois. c'est cliché à mort. John Hurt, le pauvre, mon Dieu, quelle prestation, je pense qu'il est tombé malade juste après. Il n'y a que Guy Pearce qui est vraiment son sort. Le personnage d'Emily Watson est complètement nul, je suis désolé de te le dire. Et là où on est dans le cliché, c'est le grand méchant qui est devenu un poète mystique parce qu'il s'est réfugié dans la grotte des Indiens et tout ça. Je ne comprends pas à quel moment ce film a pu être un chef-d'œuvre pour toi. Ah, je n'ai pas dit que c'était un chef-d'œuvre, mon cher Didier. Bon, oui. Non, mais a priori, tout ce que tu dis est vrai et c'est ce qui fait la qualité du film. C'est ça qui est terrible. Donc cette fameuse scène, Parce qu'il y a des scènes oniriques, il y a des scènes... cette fameuse scène, oui, onirique, quand Oui. Guy Pearce C'est aussi un vise trip. la lune. Ben oui, c'est aussi un trip. Mais oui, oui. Ah oui. Il faut être sous trip. L'acteur était sous trip. Ou aussi. peut-être il faut être sous trip pour le regarder. Ben, c'est dommage, c'est un des meilleurs westerns de la décennie. Un des meilleurs westerns de la décennie, Proposition de John Hillcoat, selon Xavier Haff, mais pas du tout du tout, même pas, avis, mon cher Didier. Non, à l'opposé total. Marcel, vous allez aider, donner un coup de main, même s'il n'en a pas réellement besoin, mais bon, Xavier, par amitié.
à Didier. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans ce film? La BO. hein. Si, la BO déjà sauvée, qui est excellente. C'est tout. La BO. Non, après il y a de belles images. C'est vrai, c'est un beau clip. Il y a des super images. Moi j'ai bien aimé. Je suis d'accord avec lui, le côté pervers et le côté violent. Le côté du sale. Ouais, ça j'ai bien aimé. Après, j'avoue que je me suis un peu ennuyé. Donc il y a de très belles images que nous ne verrons pas. C'était Une comme très cela. belle BO que nous n'entendrons pas. Et une très belle vidéo que nous Et n'entendrons un pas. film que nous ne C'est verrons la- pas du tout. C'est la télévision du 21e siècle. On va continuer avec Impitoyable. Alors là, peut-être qu'on va tous être d'accord. En fait, nous avons décidé de faire cette émission, le western genre crépusculaire, uniquement pour évoquer ce Voilà, film. hein. sûr. C'était un peu ça l'idée. Bon. Non, c'est immense film de Clint Eastwood qui a sans doute donné la définition de ce qu'allait devenir le western crépusculaire. Bon, c'est-à-dire ce western très sombre, à l'opposé des clichés manichéens, enfin tout ce qui n'était pas dans le film précédent d'ailleurs. Donc avec Clint Eastwood lui-même, Gene Hackman, Morgan Freeman, des acteurs extraordinaires, Richard Harris, c'est du lourd. Et on a affaire à un personnage joué par Clint Eastwood qui est là ni bon ni méchant finalement, parce que c'était un ancien bandit qui a une ferme, qui a une retraite un peu tranquille, et puis on l'appelle pour une histoire de vengeance. Du coup, on va dire qu'il redevient peut-être ce personnage un peu... alors je parle pas de sadisme, mais ce personnage un peu étrange, un peu méchant, entre guillemets, s'il fallait résumer. Et c'est le vrai western crépusculaire. Pour moi, non seulement c'est un grand film de Clint Eastwood, à l'échelle Eastwood, mais c'est un grand film tout court à l'échelle du cinéma. Et voilà, il y a refus du simplisme, je l'ai dit, refus du manichéisme, c'est poisseux, c'est boueux, c'est sale, encore une fois. Hein, il n'y a pas de héros, personne ne sort indemne de ce film, où on n'hésite pas même à menacer des enfants, voire plus, dans le film. Voilà, il n'y a pas de bon. Et non seulement c'est un renouveau cinéma, mais je trouve que dans la carrière de Clint Eastwood, ça a été une date indéniable dans sa filmographie. L'un des meilleurs films Si du ce maître n'est Eastwood. le meilleur. hein. On disait un peu en off, hein, il est au crépuscule de sa carrière d'acteur et à l'aube de sa carrière de grand réalisateur américain. Un film d'une noirceur fascinante pour C'est moi. la théorie de Marcel. hein. Marcel, en fait, pense que c'est le crépuscule des films de western, vraiment. C'est à vraiment. partir de ce moment-là que c'est l'apogée du film de western. Et c'est la naissance, alors allez-vous être d'accord parce que vous aimez beaucoup Clint Eastwood, c'est la naissance de Clint Eastwood, grand réalisateur. C'est sûr que l'année 92, en tout cas pour ce qui s'enchaîne Impitoyable et puis après Un monde parfait, etc., c'est vrai qu'il a enchaîné des films monstrueux, dans le sens énorme, c'est-à-dire de gros films, très très forts. Il était déjà cinéaste parce mais là, qu'il avait marque fait. vraiment. C'est la première fois qu'il sort de l'influence un peu Sergio Leone, qui collait un peu à Pale Rider ou L'homme de haute plaine. Là, vraiment, il définit quelque chose de Le film différent. est dédié à Sergio Leone et à Ouais. Don Siegel. hein, il le dédie aux C'est deux. une façon pour lui peut-être de casser cette espèce de premier film où il rendait un hommage appuyé bien, hein, mais appuyé un petit peu. Là, il sort vraiment de ce qu'étaient les westerns de Sergio Leone, qui étaient quand même plus sombres que ce qu'on ne pense, hein, quand même. Nous sommes d'accord. Il faut le rappeler. Juste aux téléspectateurs pour faire un petit peu de pédagogie cinématographique. Vous aimez bien le faire? Grand mot, oui. Oui, cette expression, je viens de l'utiliser à l'instant pour vous. La différence entre un western spaghetti et un western tel qu'on peut le voir là avec celui-ci, Impitoyable, que l'on qualifie, nous, ici, de crépusculaire. hein. Alors, a priori, le western crépusculaire est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Et encore une fois, c'est un peu à nuancer, finalement, parce que si on prend les western spaghetti de Sergio Leone, je pense à Était une fois la Révolution, sont quand même assez noirs et très politiques. Alors peut-être il faut se tourner du côté de Sergio Corbucci, Django, où il y a un petit côté décalé, sympathique quand même, parfois sombre hein, aussi. Donc c'est difficile à mon avis, l'expression western spaghetti ne correspond pas à ce qu'on voyait à l'écran. Peut-être à l'époque c'était pratique, mais parce qu'il y a des films de Sergio Corbucci qui sont très sombres. Donc j'ai du mal à déterminer le côté spaghetti. Peut-être parce que c'était italien. Tout simplement. Didier, Impitoyable. Que dire de plus? Est-ce qu'on a besoin Merci, d'un autre Didier. Donc, Est-ce qu'on a besoin d'un autre western après ça? Pas du tout. Surtout quand il rend hommage au grand western de l'époque, il rend surtout hommage à Ford pour son visuel, à Huston pour l'espèce de morale. Puis c'est sorti une métaphore sur sa vie à lui-même. Oui. Parce que c'est comme ça qu'il abandonne bien sûr. le western, parce qu'on l'a connu pour ça, et c'est ça qui le fait aussi connaître aux États-Unis. Parce que c'est vrai qu'il avait un grand succès en Europe et tout ça, mais aux États-Unis, c'est là qu'il a eu vraiment ses lettres de gloire. Oscarisé, meilleur film, meilleur réalisateur, Gene Hackman, Gene Hackman, meilleur meilleur second second rôle, rôle. incroyable.
Donc que dire de plus? Et quelques mots, on va dire quelques mots quand même Oui. sur les comédiens. On l'a dit, bon, évidemment Clint Eastwood, Gene Hackman, qui est dans l'un de ses meilleurs rôles, et Morgan Morgan Freeman. Freeman, hein. qui Morgan est dans l'un Freeman de ses meilleurs rôles. vampirise l'écran. hein. Avec beaucoup le respect que j'ai pour Morgan Freeman. Un grand rôle, parce qu'il y en a peu de grands rôles dans sa filmographie. Quand même. Il a celui-ci et quelques Et années après, Seven, moi, j'aime bien Seven, et quelques années après, il retournera avec Clint Eastwood pour un film sur Nelson Mandela Oui. Invictus. Oui, bon, qui était un bon rôle aussi, mais enfin, là, c'est sans doute le rôle de sa vie. hein. Didier, nous allons évoquer... La transition est parfaite. Vous voyez Transition est parfaite. un très grand écrivain, en tout cas on le considère, nous, comme un grand écrivain. Marco Biancaril, aux éditions Actes Sud, Orphelin de Dieu. Transition est parfaite parce que au niveau du livre, le western crépusculaire, là, et en plus, pendant tout le livre, vous allez voir, si vous lisez, vous allez imaginer Clint Eastwood du début à la fin. Nous l'avons lu et nous avons imaginé Clint Eastwood. Merci beaucoup. C'est fini. Donc, Orphelin de Dieu, c'est quoi? C'est une jeune fille vénérande, petite paysanne qui vit avec son frère, qui a décidé de venger son frère qui a été complètement ravagé, défiguré, langue arrachée, par 4 brutes de passage. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle va chercher un tueur à gages. C'est Ange Colomba, dit l'Inferno. Voilà. C'est pesé. Lui, il accepte ça pour sa vendetta, c'est son dernier contrat. Ce qui est incroyable dans ce livre, c'est que d'entrée, on nous pose les codes du western et on nous fait passer, ça se passe en Corse au XIXe siècle, on imagine les paysages américains des grands westerns. Tout est là. Et là où on se pose la question, c'est pourquoi accepte-t-il? En fait, il cherche la rédemption. C'est une quête de rédemption pour lui, où ça a été une saleté, mais il a tout perdu, toute humanité en lui, pendant toute sa carrière de tueur à gages. Et là, il se dit, c'est mon dernier contrat, je vais pouvoir me retirer chez les moines et peut-être m'acheter cette paix de l'esprit, cette paix de l'âme que j'ai cherchée. Il décide d'emmener, par la force des choses, Vénérande, qui juste, et c'est là où tout devient intéressant, c'est qu'il y a un double récit qui s'installe, où lui raconte toute sa vie, comment il est devenu comme ça, comment son humanité a été perdue, et du coup, il lui explique où elle s'engage. Parce que elle aussi, comme elle veut venger et tuer ces personnes-là, il y a une passation de pouvoir qui n'est pas voulue. Et il y a cette dualité du bien et du mal. Et jusque-là, c'est juste incroyable. Il y a tous ces flashbacks sur sa vie, comment il est devenu. Il y a beaucoup de références aussi aux vieux brigands corses, aux vieux bandits qui ont été complètement oubliés, mais qui ont vraiment existé. On parle de Paul, par exemple, qui est le chef. Et comment ces hommes sont devenus... Parce qu'à la base, ce sont des gens qui se battent pour vraiment un code d'honneur. Ouais. Et comment toute cette souffrance, cette violence leur a fait perdre toute humanité entre eux. Et tout le long du livre, c'est ça. Et là, franchement, Marc Biancaril... Respect, immense respect, nous sommes d'accord. Alors il y a des références évidemment à Trogrit. Oui, il le mentionne tout de suite, oui, il mentionne l'ouvrage Trogrit. Et en ce sens-là, il s'inspire, ou en tout cas c'est une livre... Très libre adaptation. Très libre, peut-être pas adaptation, mais en tout cas il s'y inspire, il entre dans ce sillon. Et c'est un livre vraiment sur comme souvent dans les westerns, sur la rupture des mondes, la fin d'un monde, l'avènement d'un nouveau monde. Marcel, évidemment, vous l'avez lu, vous l'avez beaucoup conseillé en tant que libraire, et c'est un des meilleurs ouvrages de Marco Biancaril. Oui, si ce n'est son meilleur. Premier ouvrage, important de le signaler, Didier, premier ouvrage écrit directement en français, langue française. Oui, bon, pour Marco Biancaril. Rupture des mondes socialistes sur la mémoire et sur la transmission aussi, sur la passation, ça compte beaucoup. Sur un choc de deux mondes, c'est deux mondes qui ne se connaissent pas, qui vont d'abord s'affronter. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de Marc? J'ai envie de dire que c'est le Tarantino du maquis. Je pense que ça lui va bien. Oui, c'est vrai. Voilà, on retrouve du Tarantino aussi dans son écriture, des cadrages, c'est encore dans le dessin. Mais l'écriture très cinématographique. Très cinématographique. Très cinématographique. Le terme cadrage. Tout au long du livre, on ne fait qu'imaginer les scènes. On est obligé de les imaginer. C'est âpre, c'est lyrique, c'est. Et puis cette manière d'écrire, ce rythme, ce sont de très longues phrases. Il n'y a pas beaucoup de ponctuation, ça s'arrête à la virgule et au point. Quand il y a les dialogues, il n'y a pas de petits tirets comme on voit, machin. Donc tout est mélangé, il y a ce double récit. Tout est emmené pour que on aille jusqu'au bout avec eux. Mais même nous, on se pose justement la question comment on réagirait, est-ce qu'on serait pareil? Et on se pose même peut-être la question, peut-être que je me trompe, est-ce que ce n'est pas aussi une image de la société actuelle de maintenant, mais aussi de la Corse? Mais oui. Oui, bien sûr, cette lutte pendant 40 ans, tout ça. Même s'il y a une véritable universalité du propos chez Marco Biancaril, et ça c'est important de le mentionner. Marie-Ange,
Évidemment, Marco Biancaré, l'orphelin de Dieu. Le maître, un des maîtres Donc, nous sommes d'accord. de la Dans la littérature littérature. française. Hein, C'est bien de ne pas catégoriser. Non, C'est un domaine de la littérature. Après, il existe-t-il une littérature corse, c'est un autre débat qu'on a eu, je crois, l'année dernière. Tout a été dit, mais moi, j'ai beaucoup. On est vraiment aux portes de l'enfer. Il y a une écriture incisive, rythmée. C'est un chef-d'œuvre de western psychologique, mais c'est un vrai chef-d'œuvre aussi littéraire. D'ailleurs, je sais que la comparaison est souvent faite, mais Jérôme Ferrari et lui sont vraiment, je pense, les derniers écrivains très littéraires, à avoir une écriture avec des phrases longues, des métaphores filées, il y a un genre qui n'existe plus beaucoup, que eux utilisent encore. Et bien évidemment, ça sert incroyablement leurs propos, et c'est cette tension morale qui n'existe tout au long du livre. Il y a une montée en puissance dans ce bouquin qui du est impressionnante. Jusqu'à la fin qui est complètement hallucinante. Mais ça va crescendo, ça n'arrête pas. En plus, comme on est en Corse, on est habitué à surtout, par exemple, on connaît l'histoire de Vendetta, Mérimée, Colomba. On est dans l'antithèse totale. C'est ça qui est très impressionnant. Xavier. Moi, j'avais découvert Marc quand il avait écrit Murtorio, que j'avais adoré. Pour moi, ça me semblait difficile de faire mieux. Comme quoi, finalement, c'est possible. Et le livre est incroyable. C'est que moi, j'ai pensé cinéma à chaque page, à chaque ligne. Vous avez cité True Grit. Juste après, peut-être j'avais revu le film des frères Cohen, par exemple. Donc c'est incroyable. Il y a une proximité. Ouais. Mais en même temps, c'est différent. Et un magnifique témoignage. Alors, c'est universel, mais sur la Corse. Et la Corse, entre fin 19e, on va basculer dans le 20e siècle, dans une société nouvelle un peu, et avec la guerre de 14 qui se profile. Et je trouve ça, c'est fascinant. C'est un immense auteur. Orphelin de Dieu de Marco Biancaré aux éditions Actes Sud. Notre bonus track avec Marie-Ange Philippe, la série Westworld de Jonathan Nolan et Lisa Joy qui est disponible chez OCS. C'est une série HBO, comme beaucoup de bonnes séries. Comme l'essentiel Comme des très bonnes l'essentiel des bonnes séries. Alors, jetez tous vos Game of Thrones et tout, et regardez Westworld, franchement, c'est bien au-dessus. Non, alors c'est une série complexe, déstabilisante. Vous parliez de rupture des mondes et de l'affrontement de deux mondes. On est en plein dedans. Ambiance bordel, duel et scalp. On est dans l'Arizona, aux États-Unis, entre le Grand Canyon et Monument Valley, on va dire ça comme ça. L'époque de la conquête du Far West se mêle à une époque contemporaine, on va dire, un peu futuriste. C'est très difficile de parler de cette série sans spoiler, même si c'est un gage de difficulté. Parce que même si on connaît un peu pas le dénouement, mais si l'intrigue est révélée à la fin du premier épisode ou au début du deuxième, je ne sais plus. C'est dommage de gâcher le circuit narratif, donc je ne vais pas dire vraiment de quoi il s'agit parce que c'est vraiment dommage, mais ce sont deux mondes qui coexistent et qui s'entremêlent. Alors ça pose des questions métaphysiques très intelligentes. Il y a des propos fins dans un décor de bourrin, de western. Oui, il y a du sexe, du sang, de l'alcool, voilà. Il est bien évidemment question d'intelligence artificielle si une autre réalité existait, si une autre forme d'humanité existait. Et ça, c'est très gênant comme série. Alors ça a du mal à démarrer, mais ça pose des questions vraiment de morale. Qu'est-ce que nous, humains, ferions? Comment nous traiterions cette autre réalité? Et c'est d'une noirceur incroyable. Il y a un casting avec Anthony Hopkins, c'est un de ses meilleurs rôles, honnêtement. C'est époustouflant. Jeffrey Wright et Tanji Newton, qui étaient dans Collision, c'est une actrice que j'adore. Mais bon. Alors, les scénaristes, on voit vraiment qu'ils ont réfléchi à un scénario de manière très longue. Il va y avoir 5 saisons. Moi, je crains un peu les 4 prochaines parce que je ne sais pas comment ils vont réussir à garder la distance. Mais en tout cas, c'est une série qui vous scotche devant votre canapé. Quoi. Mais elle ne vous a pas scotché, Marcel, dans les premiers épisodes. Elle m'a scotché visuellement. C'est magnifique. Les décors, les costumes, on sent qu'ils ont mis l'argent dedans. Ça, il n'y a rien à dire mais visuellement. qu'est-ce que ce fut long, c'est ça? Mais voilà, c'est long. C'est long. C'est Après, l'intérêt. sur les questions qu'elle soulève aussi, métaphysiques et philosophiques, très intéressantes.
mais c'est long et parfois c'est même répétitif. On a l'impression de revoir les mêmes scènes en boucle. Je ne sais pas comment ils vont tenir Mais 5 en fait, saisons comme ça. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que justement, le dernier épisode, je ne sais pas si tu l'as vu, mais justement, en fait, on s'aperçoit que c'est une boucle. Et, Oui, c'est une boucle. Et c'est vrai que au bout d'un moment, on a l'impression d'être dans un cercle, mais c'est tout le propos de la série et on s'en aperçoit Mais la dernière seconde. Il faut passer les du 4 dernier premiers épisodes. Hein, Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est le point de vue. On n'a pas le point de vue, un peu spoiler, point de vue de l'intelligence artificielle, pas des humains. Xavier, en quoi est-ce un western crépusculaire? C'est sur ambiance de fin de monde et sombre. Je pense que c'est aussi au niveau des questions qui sont posées, les questions morales, éthiques. Moi, j'ai eu un peu peur parce que j'ai vu Nolan. C'est un réflexe. C'est épidermique. C'est pas le même. Mais c'est pas le même. Donc bon, finalement, alors c'est vrai que je suis un peu d'accord avec les deux. Pour Marcel, pareil. Je trouve que c'est un peu long à démarrer. Par contre, après, quand on est dedans, on est bien dedans et moi, j'ai confiance, c'est vrai que pour la deuxième saison, après, c'est vrai que sur 5 saisons, il va falloir quand même un sacré renouvellement, mais le scénario, et sans doute au-delà du visuel, hein, le scénario est vraiment la force là, et la grande qualité de cette série qui est quand même époustouflante visuellement, comme le sont parfois les films du frère Christopher Nolan. Sauf que pour moi, c'est irregardable, mais là, c'est regardable. Comme quoi, dans les fratries, il y a toujours un bon, il y a toujours un... Voilà. Et le point commun de toutes les œuvres dont nous avons parlé ce soir, c'est cette idée de rupture des mondes. Marcel, vous l'avez signalé. La fin d'un monde, l'avènement d'un nouveau monde, c'est aussi cela, le western crépusculaire. Merci à tous les 4 d'avoir proposé des œuvres pour ce soir. Je les rappelle d'ailleurs en BD... Rouge comme la neige de Christian de Metter aux éditions Casterman, les films Proposition de John Hillcoat et Impitoyable de Clint Eastwood, le livre Orphelin de Dieu de Marco Biancaril aux éditions Actes Sud et la série Westworld de Jonathan Nolan et Lisa Joy. Merci à vous de nous avoir suivis. À lundi, même lieu, même heure. Ça se passe évidemment pendant le 20h.